Imaginez la scène. L'air dans la pièce s'alourdit soudainement, épais d'une tension non exprimée. Vous entendez le tap, tap, tap rythmique des doigts sur la table. En face de vous, quelqu'un affiche un léger sourire en coin, presque imperceptible. Puis viennent les mots. Des critiques acerbes, précises, soigneusement déguisées sous le vernis poli de quelques retours constructifs. Instantanément, vous ressentez un changement physique. Votre poitrine se serre. Votre cœur se met à battre la chamade contre vos côtes et une boule familière et suffocante se forme dans votre gorge. Chaque fibre de votre être vous crie de réagir, de défendre vos limites, de leur prouver qu'ils ont tort à tout prix. Dites-moi, avez-vous déjà quitté un moment comme celui-ci, vous sentant complètement et totalement vidé, l'esprit totalement vide, après une conversation de 5 minutes à peine avec quelqu'un que vous ne connaissez que trop bien? On nous enseigne souvent que lorsque quelqu'un attaque notre caractère ou dépasse nos limites, nous devons tenir bon. Nous tombons dans l'illusion que si nous nous expliquons clairement, si nous exposons simplement les faits et utilisons la logique pure, l'autre personne finira par entendre raison. Nous croyons sincèrement que répliquer et leur prouver qu'ils ont tort est le seul moyen de protéger nos limites. Mais voici la dure vérité. Vous n'êtes pas face à une simple erreur de communication. Lorsque vous êtes face à quelqu'un entièrement consumé par des instincts défensifs ou des émotions négatives, apporter la logique sur la table, c'est comme essayer d'éteindre un incendie de maison rugissant avec un seau d'essence. Leur cerveau ne traite tout simplement pas les faits en ce moment. Il traite les menaces. Le problème fondamental de ces affrontements épuisants est rarement de savoir qui a objectivement raison et qui a tort. C'est une collision violente de deux états psychologiques complètement différents. Vous essayez d'avoir un débat rationnel, tandis qu'ils mènent une guerre émotionnelle pour leur survie. Tant que vous considérerez cette interaction comme un champ de bataille où vous devez remporter une victoire, vous en ressortirez toujours épuisé. Pour enfin lâcher ce désir ardent de répliquer, nous devons changer de perspective. Nous devons cesser de les voir comme un ennemi complotant intentionnellement pour nous blesser et commencer à regarder plus profondément le contexte invisible qui a forgé leur agression en premier lieu. Pensez à la personne qui vous vide constamment de votre énergie. Sous cette carapace rude, sous les mots acerbes et les exigences impossibles, il y a une histoire cachée. Personne ne naît simplement difficile. Nous n'entrons pas dans ce monde préprogrammé pour manipuler, pour critiquer sans relâche ou pour épuiser les gens autour de nous. Pour vraiment comprendre leur agression, nous devons remonter le temps. Nous devons examiner l'environnement qui les a façonnés à l'origine. Pour beaucoup de ces individus, leur comportement actuel est en fait un mécanisme de survie profondément ancré. Imaginez grandir dans un foyer chaotique où vos sentiments étaient constamment ignorés ou invalidés. Ou peut-être un environnement où l'amour et l'attention étaient strictement conditionnels, accordés seulement si vous vous battiez amèrement pour eux. Durant ces années de formation critique, un enfant apprend très vite à s'adapter pour survivre. Certains enfants apprennent que la seule façon d'être vu est d'être le plus bruyant de la pièce. Certains apprennent que s'ils ne microgèrent et ne contrôlent pas chaque petit détail de leur environnement, ils seront engloutis par une imprévisibilité terrifiante. Créer des conflits, dominer les conversations ou jouer agressivement la victime. Ce n'étaient pas des défauts de caractère à l'époque. C'étaient des outils nécessaires. C'étaient les seules stratégies que cet enfant effrayé avait pour garantir sa propre survie émotionnelle. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Cet enfant est maintenant un adulte assis juste en face de vous. Mais sa programmation interne n'a jamais été mise à jour. Lorsque vous regardez attentivement une personne difficile, ce que vous voyez réellement est un enfant paniqué, piégé dans un corps d'adulte. Son attitude piquante et défensive est une lourde armure,
forgé par des années de traumatismes innommés et d'insécurité profonde et inavouée. Son besoin désespéré de gagner une dispute est simplement un écho déformé de son besoin d'enfant d'être validé. Une fois que vous réalisez cette vérité profonde, la dynamique change complètement. Vous cessez de prendre leurs mots durs si personnellement. Donc, si leur agression est profondément enracinée dans leur passé, pourquoi vous attaquent-ils ici et maintenant? Et surtout, pourquoi cela vous laisse-t-il complètement vidé? Pour répondre à cela, nous devons examiner 3 forces psychologiques puissantes opérant silencieusement sous la surface de chaque dispute douloureuse. Tout d'abord, examinons le phénomène de la projection psychologique. Imaginez l'esprit humain comme un projecteur de film. Parfois, une personne porte des insécurités internes, des hontes profondes ou des défauts de caractère que son propre ego ne peut tout simplement pas tolérer. La douleur d'admettre « je suis inadéquat » ou « je suis entièrement en faute » est juste trop difficile à supporter. Alors, son subconscient effectue un tour de magie désespéré. Il nie complètement que ces traits existent en lui-même et les projette inconsciemment sur vous. Lorsqu'une personne difficile vous accuse soudainement d'être contrôlant, déraisonnable ou impossible à aborder, prenez une profonde inspiration et reculez. Écoutez ces mots exacts. Le plus souvent, ils ne vous décrivent pas du tout. Ils vous offrent une confession parfaite et non filtrée de leur propre état interne. Ils vous utilisent comme un miroir, criant à leur propre reflet, parce que c'est beaucoup plus sûr que de se faire face. Mais cela nous mène à la deuxième force. S'ils ne font que projeter, pourquoi appuient-ils sans relâche sur vos boutons, jusqu'à ce que vous craquiez? Cela nous amène à ce que les psychologues appellent la ressource émotionnelle. Vous souvenez-vous de cet enfant blessé et paniqué dont nous avons parlé plus tôt? Cet enfant intérieur porte un vide émotionnel immense et terrifiant. Pour engourdir le poids écrasant de ce vide, il cherche désespérément une réaction du monde extérieur, pour prouver qu'il compte toujours, pour prouver qu'il a encore un impact. Nous interprétons souvent leur provocation comme une pure malice calculée. Mais à travers le prisme de l'empathie, nous voyons quelque chose de tragiquement différent. Nous voyons une tentative désespérée d'emprunter votre énergie pour stabiliser la leur. Lorsque vous finissez par vous frustrer, lorsque votre voix tremble de colère, ou lorsque vous vous épuisez à justifier vos actions, vous faites exactement ce que leur ego paniqué veut. Vous fournissez le carburant émotionnel dont il manque cruellement. Votre détresse apaise momentanément leur chaos. Cela leur donne une illusion de contrôle fugace et addictive. Mais pendant qu'ils absorbent votre énergie, que vous arrive-t-il exactement? Pourquoi avez-vous l'impression d'avoir couru un marathon? C'est la troisième force, la contagion émotionnelle. Et ce n'est pas seulement de la psychologie, c'est de la pure neurobiologie. Les êtres humains sont des créatures très sociales, biologiquement programmées pour absorber et refléter les états émotionnels de ceux qui les entourent. Dans des circonstances normales, cela crée de l'empathie et une connexion profonde. Mais lorsque vous êtes piégé dans une pièce avec une personne très toxique et dérégulée, ce magnifique câblage biologique devient une grave vulnérabilité. Leur intense hostilité pirate littéralement votre système nerveux. Au fur et à mesure que vous absorbez leur énergie chaotique, le centre d'alarme de votre cerveau, l'amygdale, détecte une menace physique profonde. Votre corps plonge instantanément dans un état primitif de lutte ou de fuite. Votre cœur s'emballe, l'adrénaline inonde vos veines et vos réserves d'énergie sont rapidement épuisées. Et lorsqu'un adulte civilisé et moderne est acculé et se sent profondément menacé, quelle est notre arme de légitime défense la plus forte et la plus instinctive? C'est notre logique, c'est notre intellect. Au moment où les signaux d'alarme de votre cerveau se déclenchent, vous cherchez désespérément des arguments rationnels. Vous rassemblez vos faits, vos preuves et votre raisonnement le plus clair, croyant sincèrement
que si vous pouvez simplement construire un dossier logique parfait, vous pourrez neutraliser la menace et les faire arrêter. Et voici le paradoxe psychologique ultime. Vous êtes là, présentant votre logique parfaitement élaborée et indéniable. Vous vous attendez à ce qu'ils fassent une pause, traitent l'information et réalisent enfin qu'ils ont tort. Mais, au lieu de cela, ils explosent. Pourquoi cela se produit-il? Parce que, pour une personne très dérégulée, votre logique calme et indéniable n'est pas une solution utile. C'est une menace massive et terrifiante pour sa réalité profondément fragile. S'ils acceptent vos faits, toute leur armure défensive s'effondre. Cet enfant intérieur paniqué devrait faire face à la honte et au vide accablant qu'ils essaient si désespérément de fuir. Par conséquent, plus vos preuves deviennent indéniables, plus leurs contre-attaques seront sauvagement irrationnelles et vicieuses. Ils tordront soudainement vos mots. Ils évoqueront des événements totalement sans rapport d'il y a 5 ans. Ou ils abandonneront complètement le sujet et attaqueront votre ton de voix. Mais imaginons un scénario différent. Disons que vous parvenez réellement à les acculer. Vous présentez un argument si impeccable, si solidement étayé par des faits, qu'ils sont contraints au silence. Vous gagnez techniquement la bataille. Mais quel est le coût réel de cette victoire? En psychologie, il existe un concept connu sous le nom d'épuisement de l'ego. Notre volonté et notre capacité à réguler nos émotions puisent dans un réservoir d'énergie très limité et fini à l'intérieur de notre cerveau. En restant dans cette tempête, en vous forçant à rester rationnel, tout en absorbant leur intense toxicité, vous avez complètement vidé votre propre réservoir. Même si vous gagnez la dispute, c'est vous qui partirez avec un mal de tête lancinant. C'est vous qui resterez éveillé à 2 heures du matin, fixant le plafond, rejouant toute la conversation en boucle, une boucle sans fin et angoissante. Vous avez gagné le débat, mais ils sont partis avec votre paix. Le prix émotionnel de cette victoire est tout simplement trop élevé. Alors, que faisons-nous? Si le coût de gagner une dispute est notre propre épuisement mental et que nous ne pouvons pas simplement partir parce que cette personne est un patron, un parent ou un collègue, comment survivre? Voici un outil psychologique puissant connu sous le nom de méthode du rocher gris, Grey Rock Method. Mais écoutez attentivement. Il ne s'agit pas de leur donner le traitement du silence. Il ne s'agit pas de lever les yeux au ciel, d'être passif-agressif ou d'agir en intellectuel supérieur. Faire ces choses ne fera qu'ajouter de l'huile sur le feu. Rendre quelqu'un rocher gris signifie devenir l'objet le plus inintéressant, insensible et émotionnellement plat de la pièce. Vous êtes poli, mais incroyablement ennuyeux. Vos réponses deviennent courtes. Oui? Non? Je comprends. Vous vous en tenez strictement aux faits bruts. Votre ton de voix reste complètement neutre. Vous vous souvenez de la ressource émotionnelle dont nous avons parlé plus tôt? Ils sont affamés de votre réaction. Lorsque vous devenez un rocher gris, vous coupez complètement cette vanne. Pensez à leur colère comme à une tempête violente et tourbillonnante. Une personne qui réagit est comme une feuille d'automne fragile, instantanément emportée, ballottée et déchirée par les vents chaotiques. Mais une personne qui observe, une personne qui choisit d'être un rocher gris, est comme une immense montagne de pierres. Vous restez fermement enraciné dans votre propre réalité calme. Vous permettez à la tempête de crier et de faire rage autour de vous, sachant qu'éventuellement, elle manquera d'énergie et s'éteindra, simplement parce que vous ne lui avez absolument rien donné à détruire. Il est temps de redéfinir ce que signifie gagner. Depuis si longtemps, on nous a dit que le silence face au conflit est un signe de faiblesse. Nous avons été conditionnés à croire que s'éloigner signifie simplement que nous avons abandonné. Mais lorsque vous comprenez enfin le monde intérieur blessé d'une personne difficile et le lourd tribut que la contagion émotionnelle fait payer à votre propre esprit, vous réalisez que c'est exactement le contraire qui est vrai. Choisir de ne pas discuter n'est jamais un abandon. C'est l'acte ultime de maîtrise de soi.
c'est tracer une frontière puissante et invisible autour de votre propre santé mentale et protéger farouchement votre paix intérieure. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez devant quelqu'un qui lance des jugements déraisonnables, désespéré d'obtenir votre réaction, demandez-vous ceci. Choisirez-vous d'être une branche fragile, combattant sans fin jusqu'à ce que vous cassiez sous le poids de leur tempête? Ou choisirez-vous d'être un vaste lac immobile, refusant simplement de créer des ondulations lorsqu'ils jettent leurs lourdes pierres dans vos eaux? Le vrai pouvoir ne rugit pas toujours. La profonde origine de votre paix, parfois, est simplement un signe de tête tranquille, une douce respiration et le beau choix du silence.